Allez, j'ai compris. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Attends, je me vide la tête parce que enregistrement, Inès a envoyé live. Voilà. Et je vais ouvrir donc celles qui se présenteront. On verra. On verra. Commencer par ici et je vais lancer en direct sur Facebook. Donc, live Ida. Ah là, t'es dans la lumière, c'est magnifique. Live. Je vous dis tout. Est-ce que tu as des consignes à me donner? Non, pas spécifiquement. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ouais, ok, génial. Ça me va bien, ça me va bien. Donc, je me laisse porter. Ouais, voilà, on va voir comment on le fait, mais moi, voilà, j'ai des petites choses à te proposer. Et comme on avait dit On qu'on en... s- voilà, ok, super. Donc voilà, Ok, du coup. eh ben, j'ai compris. Et donc, je me mets par ici. Voilà. Et je vais juste vérifier, avant de saluer tout le monde, qu'on est bien en live dans le groupe Femmes-S pour ce soir. Peut-être mettre un petit peu plus de lumière, Ida, parce qu'on ne voit pas beaucoup. De lumière. Alors, si je mets un peu plus de lumière, ça va être ça. Voilà, c'est mieux? Ouais, c'est mieux, parce que sinon, c'était vraiment très sombre. À moins que tu veuilles le... Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est C'est bien. bien comme ça. Euh, donc, attends, je vais saluer celles qui sont déjà peut-être sur le groupe. Donc, bonjour à toutes. Bienvenue dans le groupe Femmes-S, le groupe des femmes uniques aux multiples facettes. Ce soir, un live où je vous dis tout avec Aude. Merci Aude d'être là avec moi ce soir. Merci, Ida. C'est vraiment un moment de plaisir qu'on va partager tout ensemble. Alors, Aude Donc, travaille avec voilà. moi maintenant. Voici le visage d'Aude aussi pour le groupe. Et bien, Aude, tu veux peut-être te présenter et dire ce que tu fais pour l'école des femmes inspirantes. Alors, bah, bonjour à toutes. Voilà, donc Aude, en chair et en os, c'est moi que vous avez généralement en amont, du coup, sur les séances exploratoires, où du coup, j'effectue avec vous ce beau passage à l'action pour nous rejoindre. Et, et voilà pour, euh, pour ma présentation. C'est Aude que vous avez au téléphone en séance exploratoire et en effet qui fait un travail exceptionnel de prise de conscience avec vous, d'accompagnement et puis parfois de prise de décision pour rejoindre le programme de l'école des femmes inspirantes quand cela est exactement ce dont vous avez besoin à ce moment-là de votre cheminement de vie. Et voilà, j'en profite pour dire à toutes dans ce groupe Femmes-S élargi, où vous êtes plus de 1000 maintenant, et bien combien je suis reconnaissante de pouvoir travailler avec toi au quotidien. Merci, merci, Ida. Moi, c'est un plaisir partagé. C'est une passion qu'on a commune. Donc, voilà. Et puis, je remercie aussi à enfin, toutes les femmes TIRES qui nous font confiance et qui me font confiance à ce moment-là dans cette belle étape qui n'est pas rien, hein. Parfois, voilà, ça se joue parfois à ce moment-là où il y a des vies qui évoluent, qui se transforment. Et c'est vraiment un plaisir au quotidien, tant avec toi qu'avec vous toutes. Alors, on est ensemble pour une bonne heure, on dirait, c'est ça qu'on peut annoncer, Aude? Oui, une petite heure de petites questions, voilà, de questions. Aude, avec l'équipe, avec Sophie aussi qui communique avec vous tous les jours, on a un peu réfléchi à ce qu'on pouvait vous apporter de nouveau.
et est sortie l'idée du format de l'interview Je vous dis tout. Ça fait maintenant 3 bonnes années que je suis sur les réseaux sociaux, que je dis des choses, mais peut-être que je n'ai pas encore tout dit. Et parfois, quand on nous pose des questions de l'extérieur, on est amené parfois à dire plus que ce qu'on dit quand on décide soi-même de prendre la parole ou même d'écrire, puisque j'ai dit pas mal de choses aussi dans mon livre. Mais voilà, donc je me prête au jeu ce soir avec curiosité, avec joie. Euh, et voilà, et on va voir ce qui va émerger ce soir de ce que peut-être je ne vous ai pas encore dit. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre dans la salle Zoom si vous avez envie aussi, vous, d'ajouter des questions. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui s'étaient inscrits, donc n'hésitez pas. Moi, je vais surveiller un petit peu, mais après, c'est vrai que quand je serai partie dans l'interview, peut-être que je verrai plus bien les arrivées. En tout cas, on est en direct dans le groupe et il y a déjà Claire, Sophie qui sont là. Donc on est parti. Allez, c'est parti. Attention, parce que je suis curieuse. Bon, voilà, alors moi j'ai des petites questions pour toi, Ida, ce soir, parce que je partage finalement un quotidien de travail et puis de femmes ensemble, voilà. Mais c'est vrai que je me pose aussi des questions parce que je ne sais pas tout. Et j'ai bien envie de savoir. Donc, ma première question, en fait, parce que voilà, tu incarnes une femme, ben voilà, une femme tirée aux multiples facettes. Et moi, du coup, je me suis demandé comment tu te définirais, en fait. Super intéressant comme question. Alors c'est rigolo parce que je vais commencer par pas te répondre. Histoire, tu sais, je vais faire un petit court-circuit. Quand j'ai fait ma formation de coach à HEC, donc je soutiens mon mémoire en mai 2017. Et dans la soutenance, le coach superviseur me dit qui êtes-vous, Ida Gennari Elichuri? Alors j'avais été envahie par cette question. Je trouve que cette question, elle est tellement immense, la question de l'identité, de qui est-ce que nous sommes, donc de qui je suis moi. Je crois que c'est tellement quelque chose qui bouge aussi au fil de notre chemin de vie, des rencontres qu'on peut faire, de ce qu'on s'autorise à être aussi au fur et à mesure de notre parcours. Donc je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup réfléchi à d'où je venais, qui étaient mes parents, quelles étaient mes origines, etc. Donc je crois que j'avais dit quelque chose du genre je suis une femme, je suis la fille de mes parents, je suis une mère. Enfin, il y avait beaucoup de choses autour de la transmission à ce moment-là qui étaient revenues aussi de par ce travail de coach, hein, parce que quand on devient coach, comme quand on devient thérapeute, on travaille beaucoup sur soi. Et c'était un peu la question du moment. Donc, je m'étais beaucoup définie du point de vue de mes origines, en fait, de la fille de qui j'étais et de la mère de qui j'étais, de la femme de qui j'étais. Voilà. Aujourd'hui, je pense que j'aurais envie de dire que oui, je suis une femme avec de multiples facettes, certaines que j'ai en conscience, d'autres qui se révèlent, d'autres dont je pense que je n'ai pas encore conscience, mais où je vois pointer des choses et on verra dans les prochaines années ce qui va émerger. Mais je dirais que du coup, ce dont j'ai conscience, c'est que voilà, je suis une femme qui a de multiples origines sociales, culturelles, religieuses. Alors, de par mon mariage, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, qui a fait des choix dans sa vie assez tôt, finalement, et qui m'a amené à prendre des voies de traverse. Euh, je suis une maman, j'ai 4 enfants, donc ça fait partie de ma vie et c'est une part importante de ma vie. Et puis, je crois que je suis aussi une femme eh bien, active qui a envie de défendre certains idéaux. Je crois que j'ai une part un peu d'idéal que j'essaie de rendre un peu concret, c'est-à-dire de ne pas rester que dans une espèce d'utopie, mais d'essayer de redescendre au réel et de voir
pas à pas, dans le moment présent, qu'est-ce qui est possible et de faire déjà la première marche d'escalier par rapport à cet idéal que j'ai en face de moi. Et je pense que ça, c'est vrai pour moi dans le travail, c'est vrai pour moi dans l'amour, donc dans le couple aussi, et c'est vrai sans doute aussi dans la maternité, voilà, où je prends un peu de pincette en le disant là, parce que ça reste pour moi la zone la plus turbulente finalement de mes facettes aujourd'hui. Voilà ce Ok. qui me vient, comme ça, spontanément. Ok, et bon, je vais rebondir, Ida, sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. On a Nat Euh, qui demande à intégrer la salle Zoom. J'ouvre. Bienvenue, Nat. Nat. Voilà, je te laisse dire un petit mot si tu veux. Nat pourra, enfin voilà, pour que tu dises comment tu souhaites qu'il y ait l'intervention, à quel moment et tout ça. Voilà, elle va se connecter. Ça arrive. Bonsoir, Nat. Bonsoir. 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 Alors, moi, je suis Aude. Je travaille aux côtés d'Ida pour l'école des femmes-s inspirantes. Bienvenue. Merci. Voilà. Donc, on était en train d'aborder comment se définit Ida. Donc, elle a répondu dans un premier temps. Voilà, ce soir, l'idée, c'est vraiment de poser de poser des questions à Ida sur elle et en savoir plus. Donc, Ok. voilà, vous nous rejoignez à un moment intéressant, puisqu'on Ok. allait rebondir sur la deuxième question. Donc, ne pas hésiter voilà, à poser des questions si le besoin s'en fait sentir. Voilà, Ida, elle est là pour répondre aux questions. Donc, si tu en es d'accord, Ida, moi, je propose que voilà, les questions soient ouvertes pour Je tous, peux prêter au jeu toutes. et que je dis tout et que je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Ok, ça Magnifique. marche. Donc, Nat, ne pas hésiter à poser des questions, enfin même le faire si l'envie et le besoin s'en fait sentir. Ok, ça marche. Je suis à l'heure fatidique où je couche les enfants en même temps, donc c'est pas hyper évident, mais je vais être là quand même. Ça Ah marche. bah, puisque ça va donner envie de poser des questions précises sur les enfants, comment ça se passe pour Ida ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Si j'ai bien noté, il y en avait 4. Comment on gère? Ah bah voilà. Je peux répondre à cette question-là juste après, si pas de problème. On note. Ça marche. Alors Ida, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais que du coup tu avais dû faire des choix et qu'il y a deux choses moi qui ont retenu mon attention, c'est enfin voilà, que tu as dû faire des choix dans ta vie et que l'héritage familial était important pour toi. Voilà, je sais pas si c'est une culture ou un héritage, je sais pas de quoi tu parles exactement, mais moi ça m'intrigue. Et, alors, pour planter un peu le décor, moi, la représentation que j'ai de toi en tant que collaboratrice et aussi de femme aux multiples facettes, pour moi, tu représentes vraiment une femme de tête. Et voilà, c'est moi, hein, je détiens pas la vérité, mais du coup, en tout cas, c'est ma vérité. Et la question qui m'a traversée plusieurs fois, au tout début, même, je crois qu'avant même qu'on échange ensemble, voilà, que je te connaissais que à travers en fait, voilà, les réseaux, de ce que je savais de toi dans ton livre, ce que j'avais pu lire. Et je me suis dit, mais en fait, Ida Gennari Alicheri, c'est quoi son histoire en fait? D'où, enfin, comment elle peut être investie comme ça auprès des femmes? Qu'est-ce qui l'a mis sur cette voie? Et du coup, tu parles de choix et d'héritage. Est-ce que ça, voilà. C'est une question vaste, mais j'ouvre un grand sujet. Alors, mon histoire. D'abord, je suis née à Paris. Je suis née à Paris dans le 14e arrondissement, le 25 septembre 1981. Ma maman, à ce moment-là, est avocate. Se raconte l'histoire qu'elle courait encore après le bus pour aller au tribunal à Paris 15 jours avant d'accoucher, en talons hauts. Voilà, ça c'est l'histoire que je connais.
Elle était collaboratrice dans un cabinet à l'époque. Ma mère a fait plutôt du droit pénal, du droit de la famille. Elle a défendu les femmes excisées dans les années 90 sur des gros dossiers d'assises. Et puis, elle a arrêté d'être avocat pour X raisons et elle a ouvert 2 restaurants, vécu en Espagne pendant plusieurs années et puis revenue en France où elle a ouvert une entreprise de service à la personne il y a 10 ans maintenant, entre 10 et 12 ans. Et elle est encore au travail, ma mère. Elle a 68 ans et elle dirige une entreprise où il y a plus de 40 collaborateurs, salariés. Et elle travaille encore. Voilà. Donc ça, c'est ma mère, déjà, pour planter un peu le décor. Ça m'émeut de parler d'elle parce que c'est une femme que j'admire depuis toujours. J'étais ado, j'avais des photos de ma mère dans mon portefeuille, très élégantes, des photos qu'on prend dans les mariages, par exemple. Donc, voilà, très, très élégantes, avec un très beau port de tête, etc. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'admiration pour ma mère. Nos relations se sont un peu complexifiées dans ma vie de jeune adulte, pour plein de raisons. Et aujourd'hui, voilà, je dois dire que c'est à la fois une mère et une grand-mère extraordinaire, avec qui je retisse des liens d'amour et de complicité. Voilà, donc ça, c'est aussi une leçon de vie que rien n'est définitif dans les relations. Et je crois qu'une des clés de ce moment, on va dire, de creux dans la relation et de réouverture, ça a d'abord été moi. C'est-à-dire moi et le travail que j'ai fait sur moi-même. Parce que j'attendais beaucoup de ma mère, je voulais qu'elle soit comme ci, comme ça, qu'elle fasse ceci pour moi, etc. J'avais parfois des revendications par rapport à elle. Et en fait, c'est vraiment en travaillant sur moi que ces revendications sont tombées, en fait, se sont estompées, j'ai un peu l'idée d'un liquide, là, voilà, se sont fluidifiées. Et de là, notre relation est devenue une belle relation mère-fille aujourd'hui. Voilà. Après, ma mère a une mère aussi. Et cette mère, donc, qui est ma grand-mère, qui s'appelle Denise Quercy, c'est la fille d'un psychiatre, donc un psychiatre du tout début du siècle, donc à l'époque où la psychiatrie dure, c'est vraiment un milieu très très difficile, et heureusement à cette époque-là la philosophie commence à investir, plutôt la médecine, la psychiatrie plutôt commence à investir la philosophie. Freud est là pour dire 2-3 choses sur la question aussi, et permet des grands changements. Donc mon grand-père, le docteur Quercy, était à la fois un médecin, mais également un homme de lettres, puisqu'il avait un doctorat de lettres classiques et de philosophie. Et c'était un ami de Bergson. Donc on a des échanges de lettres entre mon grand-père et le philosophe Bergson. Donc voilà, donc il appartenait à ce milieu d'intellectuels. Il a fait 2-3 expériences originales pendant la guerre. Alors on ne sait pas très bien si c'était parce qu'il avait tellement peur des bombardements que ça lui a permis, et je vais vous expliquer ce qu'il a fait, de survivre d'une certaine manière à cette angoisse de la guerre, ou bien si c'était réellement pour faire des expériences liées à son travail de psychothérapeute. Donc mon grand-père parce qu'à l'époque, il faisait beaucoup d'expériences. Ouais, alors sans doute, mais en tout cas lui, ce qu'on sait, c'est qu'il prenait des champignons hallucinogènes quand il y avait les bombardements dans les caves. Donc voilà, et il disait, je fais des expériences sur les hallucinations. C'est un savant fou. Et donc il en a écrit une thèse qui a été publiée. Et donc il y a 2 livres qui s'appellent Les hallucinations 1 et Les hallucinations 2, dont j'ai les manuscrits quelque part là, donc c'est les vieilles impressions manuscrites sur papier jaune assez épais là. Voilà, donc
Donc voilà, et ce grand-père, donc cet homme, a ma grand-mère en premier, donc fille aînée d'une fratrie de 4. Et lui, il s'en fout complètement, que ce soit une fille ou un garçon. Pour lui, c'est pas un sujet. Et donc, c'est son premier enfant. Et pour lui, son premier enfant doit poursuivre la lignée familiale et être médecin. Voilà. Et ma grand-mère, qui était bonne élève et gentille fille, en fait, dit à son père après le bac, bah, moi, j'aimerais bien être professeur de biologie. Et il lui dit, bah, écoute, c'est très bien, tu t'inscris au PCB. Donc à l'époque, ça s'appelait comme ça, on est en 1940. Le PCB, c'était physique, chimie, biologie. Et ma grand-mère, bah, ok, fait ce que lui dit son père. Et une fois qu'elle a obtenu son PCB, elle va au secrétariat. Alors ça, c'est une histoire que ma grand-mère m'a racontée, mais des dizaines et des dizaines de fois. Elle va au secrétariat de l'université, elle dit, bonjour madame, j'ai mon PCB, je voudrais être prof de biologie, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est la licence que je peux passer? Et le secrétariat lui dit, et je vous le dis vraiment comme ma grand-mère me l'a raconté, mais mademoiselle, le PCB ne mène qu'à la médecine. Et ma grand-mère de dire, ah bah d'accord. Incroyable. Incroyable. Donc ma grand-mère rentre en médecine, doit être sans doute l'une des seules filles de l'amphithéâtre, danse beaucoup pendant la guerre à des fêtes clandestines d'étudiants de médecine à l'époque. Elle a vécu une partie de la guerre en France libre, puisqu'ils étaient à Bordeaux à l'époque. Et puis bon, bah, après, voilà, la guerre a envahi évidemment l'ensemble du territoire. Mais hormis le fait qu'elle mangeait des rutabagas tous les jours, elle en garde un souvenir assez d'une jeune femme, en fait, d'une vingtaine d'années, qui fait ses études, qui rencontre des jeunes hommes, qui danse et qui étudie et qui trace sa vie, en fait. Voilà. Et donc ma grand-mère va rencontrer mon grand-père, qui lui était un fils d'ouvrier socialiste. Alors il voulait, ça c'est une grande histoire aussi, alors c'est pour la partie politique dans ma famille, mais donc, mon grand-père est un fils d'ouvrier du centre de la France et son père refusait le communisme en fait. Il disait il faut être socialiste, on ne peut pas être communiste. Enfin, voilà, le communisme ça va pas, il faut être socialiste. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon voilà, c'était ce qui se disait dans la famille. Et alors là, on a aussi une troisième femme du coup dans mon entourage qui marque, je pense, cette lignée de femmes déterminées, on va dire ça comme ça. C'est donc mon arrière-grand-mère Marie. Mon arrière-grand-mère Marie, c'est la mère donc, de mon grand-père maternel, qui est ouvrière, qui aurait eu des velléités parce qu'elle habitait en fait dans une maison, vous savez, dans les dépendances qui existaient dans les maisons. Ça bug un peu sur le réseau là. Oh. Ouais. Ça va? Je ne sais pas si tout le monde entend bien. Moi c'est assuré. D'accord. Moi, il y a une connexion instable. Ouais, c'est bon. C'est tout bon. C'est revenu à la normale. Marie vivait dans une dépendance, dans une maison bourgeoise, hein, vous savez, là où on surveille en fait la maison des bourgeois, donc elle vivait dans cette dépendance et son père devait être métayer ou voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, elle voyait des dames passer avec des très belles robes, des beaux chapeaux, etc. Donc on est en 1910, 1920 là, hein, ce dont je vous parle. Hein. Et donc, elle avait dit à son père, moi, j'aimerais bien être comme ces femmes, être courtisane, ça doit être un merveilleux métier. Bon, son père l'a découragée de cette orientation professionnelle. Et finalement, elle sera donc ouvrière dans la chaussure. Et par contre, elle dira à son mari, je n'aurai qu'un seul enfant, nous avons un fils, et je n'aurai que ce fils. Donc, on est en 1920, parce que je veux que notre enfant s'élève socialement. Et donc, je suivrai ses études, je suivrai tout ce qu'il fera pour qu'il puisse devenir avocat ou médecin. Ou, voilà. Et autour de mon grand-père, il y a eu un clan de... Un notable. Hein? Un notable. Un notable, ouais, voilà. Et donc, autour de mon grand-père, c'est mis en place un espèce de matriarcat avec mon arrière-grand-mère, les cousines, les marraines, enfin bon, voilà, tout un tas de femmes qui ont complètement couvé mon grand-père, qui lui ont fait réciter ses leçons, qui sont vraiment occupées de lui de manière très, très intense. Et donc, mon grand-père est devenu médecin, psychiatre, comme ma grand-mère.
et ils se sont rencontrés, ils ont fait leur carrière ensemble pendant plusieurs années. Ma grand-mère est devenue chef de service, elle a été décorée de l'Ordre national du mérite pour reconnaissance de sa carrière professionnelle. Et puis, ils ont divorcé. Voilà, ils ont divorcé. Donc ça, je le raconte aussi parce que c'est quand même un acte fort dans cette génération. Donc, ma grand-mère est plutôt d'un milieu bourgeois. C'est pas quelque chose qui se fait dans les années, on est dans les années 70, c'est pas quelque chose qui se fait dans son milieu, elle est catholique. Voilà, donc je dirais que d'où vient ça, bon, voilà, ces histoires de mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, ma mère, c'est vrai que j'ai des modèles de femmes assez forts autour de moi, qui décident, qui mènent leur vie, qui dépassent des limites et des certaines représentations liées à leur milieu culturel et social. Et sans doute que ça a forgé chez moi une espèce de, j'aurais envie de dire, je ne sais pas, de continuité. Tu as repris le flambeau, j'allais te dire, à ce moment-là. Et, quant à ma mère, qui, comme je vous le disais, était avocat pénaliste, j'ai quand même baigné dans un environnement où à la maison, j'entendais parler de dossiers, de femmes, de divorces, de femmes qui du coup se retrouvaient dans des situations extrêmement compliquées au niveau financier, des femmes qui pouvaient être violentées par leur mari. J'ai entendu beaucoup ça et ma mère qui disait tout le temps c'est très important, il faut être autonome, il faut être indépendant financièrement en tant que femme, il faut travailler pour pouvoir être libre, soit de rester avec l'homme qu'on aime, soit de partir quand on s'aime plus en fait. Et ça, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir entendu ça tous les jours quoi, à la maison en fait, au gré des dossiers qu'elle traitait. Donc ça d'un côté, et de l'autre côté, ce grand-père maternel qui, quand on était avec lui, nous parlait que de choses c'était très riche comme conversation, quoi. C'était la psychologie, mais c'était aussi l'astrophysique, la littérature, la musique, les arts de manière large, enfin voilà. Et donc, je sais pas, j'étais baignée là-dedans, et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une enfance où j'écoute, en fait. Je suis là, au milieu des adultes, et j'écoute. Et je trouve ça fascinant. Voilà. Ok, c'est intense, hein. C'est impressionnant, hein. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Là, je n'ai pas tous les gens qui sont avec nous, mais moi, ça m'impressionne en tout cas. C'est pas une famille ordinaire voilà, pour l'époque, pour... Je m'en rends compte maintenant, en fait. C'est vrai que quand je retrace ça, je me dis, ouais, quand même, il y a une forme d'indépendance d'esprit, tout en restant dans quelque chose d'assez traditionnel quand même, mais avec une forme de liberté, ouais, clairement. Et bon, je peux l'aborder maintenant puisque je parle de la liberté et que je pense que ce sera un de mes sujets plus tard. C'est le sujet de la mort. C'est-à-dire que j'ai une famille aussi qui a un rapport avec l'existence et le sens de l'existence très très fort. Et que du coup, ce sont aussi des personnes libres de choisir leur mort. Et donc ma grand-mère a choisi sa mort et son père a choisi sa mort aussi. Et je pense que, pas maintenant, pour moi c'est trop tôt aujourd'hui, mais je lisais déjà La mort ultime de Henzel quand j'avais 14 ans. Donc, bon, c'est à l'époque, Mitterrand commençait à déclarer qu'il avait son cancer, etc. Il y a eu beaucoup de livres autour de la mort, il y a eu beaucoup de travaux autour des soins palliatifs ou acharnement thérapeutique. Il y avait des grands débats à l'époque, dans les années 95 là-dessus. Donc moi, j'avais 14 ans, 15 ans, et j'ai lu ce livre de Marie de Henzel, La mort intime. Je trouvais déjà bizarre, enfin, j'avais une vision un peu méta de ce que je lisais, en fait, en me disant c'est marrant quand même à 14-15 ans de lire La mort intime. Mais bon, voilà. Et donc, voilà, je pense que on en reparlera dans 10 ans, peut-être, dans 10 ans, dans 15 ans, mais tout ce qui est autour des questions du droit à mourir dans la dignité sont des choses qui me touchent énormément, en fait. Voilà.
Alors, sans vouloir être intrusive, mais puisque tu abordes le sujet, Ida, tu dis que la mort donc est un sujet, et il y a deux personnes en tout cas qui ont choisi leur mort dans ton entourage. Est-ce que c'est quelque chose qui a été... du coup, c'est un héritage familial, c'est comme ça, mais est-ce que ça a été une épreuve pour toi? Comment tu l'as vécu? Quel a été ce choix-là finalement? Oui, oui, ça a été une grande épreuve. Alors, on savait très bien que mon arrière-grand-père s'était suicidé et on appelle ça des suicides philosophiques, hein, c'est-à-dire sur des suicides de fin de vie où quand les personnes voilà, font un choix déterminé en fait. Donc mon arrière-grand-père avait eu un accident de calèche en fait, hein, il s'était fait renverser il y avait encore des chevaux hein, dans les villes dans les années 40 on est en 48. Hein. Donc il se fait renverser par une calèche, un cheval qui voilà. Et il savait qu'il avait été blessé au niveau du rocher, donc cette partie basse du cerveau qui commande notamment nos mouvements et la mobilité du corps. Et donc, pour lui, c'était pas OK, en fait, de pas pouvoir bouger dans les semaines, années à venir. Et donc, voilà, il a décidé, il a décidé de se suicider à ce moment-là. Et on en parlait hein, chez nous. Ma grand-mère me l'a raconté comme je suis en train de te le raconter. Voilà. Et j'ai beaucoup parlé de la mort aussi avec ma grand-mère. Et de voilà, que c'est impossible en fait. Voilà. Donc on ne fera pas toute la soirée là-dessus, mais je pense que c'est Non, important non. parce que, en effet, ça fait partie de mon histoire et que ça m'a sans doute construite aussi. Et en effet, quand ma grand-mère prend cette décision, moi j'ai 20 ans, et, et comme dans ces situations-là, et c'est aussi pour ça, justement, je pense en tout cas les réflexions aujourd'hui autour du mourir dans la dignité m'intéressent, c'est qu'on a été pris quand même par la situation. C'est-à-dire que même si on pouvait la comprendre intellectuellement, compte tenu voilà, de la puissance intellectuelle de ces personnes-là, et on savait du coup quelles avaient été leurs démarches personnelles pour le faire et qu'on pouvait la respecter, en tout cas moi je pouvais la respecter complètement, n'empêche qu'on a été pris par la situation parce que simplement on s'y attendait pas. Voilà. Et en l'occurrence, c'est moi qui étais face à la situation. Et puis ensuite, ma mère, que j'ai eu envie de protéger à ce moment-là, mais c'est impossible de protéger la personne qui va être touchée par cette nouvelle. Donc, on se retrouve dans une situation où on est assez impuissant finalement. Et pour ma mère, ça a été quelque chose de très dur. Je ne dirais pas plus parce que voilà, parce que si elle a envie elle d'en parler, elle en parlerait. Mais voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup qui a marqué, oui, notre famille, clairement, qui a marqué notre famille. Et dont on n'a pas parlé pendant longtemps pour le coup. Dont on n'a pas pu parler ensemble pendant longtemps. D'accord, ça a été un moment de silence sur ce sujet. Ouais, un moment de silence, de distance, De pudeur. de pudeur, on ne sait pas trop quoi en dire et on ne sait pas si on fait mal quand on en parle. Voilà. Moi, c'est la première fois là, que j'en parle. Aujourd'hui, là, clairement, c'est la première fois que j'en parle. Dans mon livre, j'écris deux phrases sur le sujet et peut-être qu'il faut lire 2 fois le livre pour voir que j'en parle. C'est très discret. Et voilà, je commence à pouvoir en parler, non pas justement dans une émotion et dans un pathos, mais simplement dans qu'est-ce que ça m'amène aujourd'hui à avoir comme réflexion et qu'est-ce que ça m'amène aussi demain à avoir comme engagement peut-être. Donc voilà, ça fait forcément partie de mon histoire, mais ça ne détermine pas mon histoire. Et ça, oui, ça c'est un point quand même, si je veux le dire, parce que pendant longtemps, du coup, j'ai cru que comme je vivais ça, ben, j'étais en train de vivre un grand malheur, parce que c'est comme ça qu'on étiquette ces événements-là. Hein. C'est la vision qu'on a de ces événements-là. Oh là là, c'est une catastrophe. Et donc, j'ai eu pendant plusieurs années, et ça se compte en décennies, hein, ça fait 20 ans maintenant que c'est arrivé, ça a bien duré 15 ans. 15 ans, ça correspond
voilà, il y a 6 ans, je me suis libérée de ça, clairement. Mais pendant 15 ans, j'ai cru que cette histoire, consciemment et inconsciemment, déterminait mon histoire. Et je ne pouvais pas complètement m'autoriser d'être heureuse, d'une certaine manière, parce que, quand même, dans ma vie, j'ai vécu ça. Donc, comment être heureuse quand on vit ça? En fait, Et quel a été le déclic? c'est un thérapeute. C'est un thérapeute qui, à un moment donné, m'a dit, mais maintenant, ça suffit, en fait. Et cette histoire n'est pas ton histoire. Elle fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ce que tu as vécu. Mais d'abord, c'est l'histoire de ta grand-mère. Et tu n'es pas obligé de laisser l'histoire de ta grand-mère et ses choix transpirer sur ta vie à toi, en fait. Parce qu'en plus, ce n'était pas du tout ce qu'elle souhaitait. Pas du tout sa démarche, n'était pas du tout de nous pourrir la vie. Pas du tout. Bien au contraire, d'ailleurs. Parce que son idée, c'était justement de ne pas peser sur ses petits-enfants, etc., dans la vieillesse. Enfin, voilà. Ça, c'est ses représentations à elle. On peut tout à fait discuter ça et de se dire, mais pourquoi penser comme ça, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire elle avait raison ou pas raison de penser comme ça. Mais c'est ainsi. Elle pensait comme ça. Donc ouais, il m'a vraiment libérée. Et c'était un jour où j'étais très en colère. Alors, je n'ai jamais vu en colère, alors je me demande comment ça peut être. J'étais coachée ce jour-là et j'ai déclenché une colère sur un truc complètement idiot. Je vais vous le dire, hein, j'avais cassé mon ordinateur. Vous voyez, un truc rien à voir, quoi. Oui. J'ai cassé mon ordinateur et j'étais hyper en colère parce que je me sentais empêchée d'avancer dans ce que j'étais en train de faire. Et je me suis dit, voilà, encore un truc de plus. Et là, je me suis mis en position de victime. Il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ceci et cela, et ma grand-mère, et mon truc, et j'ai pas eu médecine, parce que bon, ça, on pourra en parler après, et j'ai pas réussi médecine, et ma maman, elle n'a pas gentil avec moi, et nanani, et nanana. Et donc, là, je vous le raconte avec humour et apaisement. Mais ce jour-là, j'étais dans une fureur, vraiment. Et j'étais presque. Et donc, le coach me dit maintenant, tu t'arrêtes ou je te vire, en fait. Voilà. Ah, génial. C'est génial. Et il me dit voilà, on était en Zoom, hein, je coupe le micro et c'est terminé, en fait. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était. Alors là, je pense que j'avais jamais eu un retour de flamme aussi direct et puissant, voire violent. Hein. Sur le coup, je l'ai vécu comme quelque chose de très, dur aussi. Ouais. de très dur. Mais alors, c'était terminé. C'est-à-dire qu'il m'a libérée en faisant ça, en me fixant une limite et en me disant stop maintenant de te raconter l'histoire qui te pourrit la vie. Alors que personne n'a voulu que tu te pourrisses la vie et que tous ces événements-là n'ont pas à déterminer la suite de ton existence, en fait. Donc, libère-toi et achète-toi un ordinateur, ça coûte 500 €. Ça va aller, quoi. Libère-toi de 500 €, ça ira mieux. Bon, et puis, tu commandes un ordinateur et puis t'arrêtes de nous embêter. Et c'est là où on voit comment notre histoire se loge dans les événements les plus anodins de la vie. Et comment ces événements les plus... et comment ces histoires-là, quand elles ne sont pas digérées, traitées, travaillées, ou même mises en regard comme ça avec quelqu'un qui, dans la fermeté, mais la bienveillance immense qu'il avait pour moi, à un moment donné, nous dit stop, ça suffit, tu es libre. Tu n'es pas obligé de te raconter cette histoire. Tu peux regarder devant toi. Ça a été incroyable. J'ai été en colère contre lui, mais vraiment. Et puis, j'avais déjà fait un chemin de travail personnel avant d'arriver là. Donc, je pense que c'est exactement l'événement dont j'avais besoin pour passer un cran énorme ce jour-là. Ça faisait déjà des années que j'étais en psychanalyse, j'avais déjà fait différentes thérapies, enfin bref. La formation de coaching à HEC, donc il m'avait fait énormément travailler aussi, donc ça n'arrive pas comme ça, je ne suis pas en train de dire on résout
ces traumatismes d'enfance, de vie, etc., avec quelqu'un qui vous dit, bon, maintenant, stop, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Je suis pas du tout en train de dire ça, et c'est pas comme ça que ça se passe dans mes accompagnements non plus, d'ailleurs. Mais simplement, voilà, ce jour-là, cette rencontre, c'était exactement celle dont j'avais besoin, c'était exactement le thérapeute dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Il s'est passé quelque chose et on s'est rappelé en débriefing en fait de séance, à ce moment-là. Et j'ai l'occasion de le revoir souvent et à chaque fois je lui dis mais merci, merci, merci. Ce que tu m'as fait vivre ce jour-là, ça a changé ma vie en fait. Ça a changé ma vie. Voilà. Je ne sais plus du tout quelle était ta question au départ. Non, mais c'est pas grave, c'était ça. Non. Du coup, moi, j'aime bien rebondir aussi par rapport à ce que tu dis. Et puis, comme j'ai un côté un peu Élise Lucet, tu vois, j'aime bien faire un journalisme d'investigation. Non, blague à part, non, c'est juste Est-ce que que ce j'essaie de serait faire dû des... à tes anciennes fonctions, ce genre de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais moi, je me pose la question parce que tu dis que ça remonte à il y a 6 ans, cet épisode-là. Et il y a 6 ans, j'essaye de dérouler, tu vois, de rembobiner le film et de me dire, il y a 6 ans. Non, c'était pas il y a 6 ans, pardon, excuse-moi, chrono. Je reprends le chrono, c'était... Eh bien, pardon, en fait, c'était pas il y a 6 ans du tout, c'était beaucoup plus récent que ça, c'était pendant le confinement. Donc voilà, je me suis fait livrer, hein, du coup, un ordinateur quelques jours plus tard. Et donc, non, on est en avril 2020. Cet épisode précis que je vous raconte avec le thérapeute, là, on est en avril 2020. D'accord, ok. Donc l'école des femmes existait déjà ou c'était c'était déjà en cours? En création. C'était en création et je pense, c'est parce que l'école des femmes, c'est un projet, alors en effet, 2016 pour le coup, pour l'école des femmes, je pourrais dire la genèse de ça. Mais donc il y a eu beaucoup de travail hein, pour arriver à ce qu'est l'école des femmes aujourd'hui. Et en avril 2021, je suis clairement en train de tout structurer pour que ça existe en vrai, en fait. Voilà. Et je pense que cet événement a été à la fois libérateur pour moi dans ma vie personnelle, mais je pense à libérer quelque chose pour la création de l'école et que ça y est, quoi, on y va maintenant, on va transmettre. C'est ça ma question, c'est est-ce que ça n'a pas été un accélérateur pour toi justement à ce moment-là? Convaincue. J'en suis convaincue. Oui, parce que tant qu'on a encore on a toujours un petit peu des petits boulets aux pieds, bon voilà. Des petits. Là, c'était pas un petit boulet, c'était vraiment un boulet de canon, quoi. Donc, il fallait vraiment le laisser là où il était, celui-là. Et avec beaucoup de reconnaissance aussi pour tout ce que ça m'a permis de vivre jusque-là. C'est-à-dire que voilà, ça m'a aussi permis d'appréhender des questions existentielles hyper importantes. Et donc, c'est OK, en fait, d'avoir vécu ça jusque-là. Voilà. Mais là, maintenant, c'était bon. C'était le moment de passer à autre chose. Ok. Bon, mais c'est très, très, très bien parce que ça a ouvert des belles portes, en tout cas. Et pas des petites, des grandes portes. Moi, je voulais te demander parce que du coup, c'est vrai que bon, bah, l'école des femmes d'IRES inspirantes, voilà, les femmes de ton entourage qui ont déterminé ton parcours et qui t'ont passé le flambeau. Mais voilà, j'avais envie de savoir aussi, parce que tu n'en as pas parlé, mais de ton papa. Mon papa. Alors, mon papa, la branche italienne qui n'a d'italien que le nom, parce que c'est ce dont il a hérité, c'est son nom, Gennaro. Donc des Italiens du nord de l'Italie, presque plus autrichiens qu'italiens finalement. Mon grand-père paternel était un blond aux yeux bleus. Qui s'est retrouvé... Tout toi. Tout toi. Ouais, exactement.
qui s'est retrouvé dans un sidecar à l'âge de 4 ans, 4-5 ans, traversant un bout de l'Italie, un bout de sans doute la France, la Suisse. Je ne pense pas qu'il soit passé par l'Allemagne pour le coup, parce que justement, on n'est pas en guerre là, hein, quand ça lui arrive. Mon grand-père il est né en 1920 aussi, donc je sais pas, on est en 1924, mais en fait en Italie, il y a un monsieur qui s'appelle Mussolini qui est au pouvoir. Et pour le coup, mon grand-père paternel était communiste, et c'était pas une bonne idée à ce moment-là en Italie. Donc, ses camarades avaient eu quelques déboires, on va dire, avec la milice mussolinienne. Donc, mon grand-père a quand même senti que là, il était temps de se protéger et de protéger sa famille. Donc, il a mis mon grand-père dans ce sidecar et ils ont remonté les frontières, en fait, jusqu'en Belgique. Ils ont atterri à Bruxelles. Il a fait alors venir quasiment toute la famille. Moi, je ne connais personne en Italie. J'ai pas d'attache en Italie. Mon grand-père a décidé de ne pas parler italien à ses enfants quand ils sont nés après. Donc voilà, de l'Italie, j'ai le nom. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai la cuisine que fait mon père et que faisait mon grand-père, mais moi je cuisine très mal, donc j'ai pas ça non plus, je ne suis pas la maman. et, voilà, et puis j'ai les histoires de famille et les histoires de mon grand-père qui étaient quand même rocambolesques, parce que je sais pas, il a appris 10 langues, il a fait la guerre avec les Anglais, il s'est retrouvé dans un camp allemand, prisonnier, enfin voilà, donc on a plein d'histoires c'est un peu Big Fish. Enfin, pour moi, il y a un côté. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Big Fish De Michael Moore? Ouais. Non, 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 non. Non, Big Fish, c'est. non, c'est pas Michael Moore. Autant pour moi, c'est qui? Euh, bon, Je et vous savez, confonds avec Big One. un peu extraordinaire en fait dans ce film. Le père de famille raconte des histoires extraordinaires à ses enfants, et ses enfants toute leur vie pensent que leur père leur ment en fait et leur raconte vraiment n'importe quoi, jusqu'au jour de l'enterrement où tous ces personnages dont son père parlait sont là en fait à l'enterrement, et donc les enfants se rendent compte que bah si, en fait c'est vrai, c'était vrai que leur père avait traversé toutes ces histoires de vie incroyables. Bon, voilà, du côté de mon grand-père paternel, c'est un peu ça pour moi. Bon, il est mort très très vieux. Il n'y avait pas grand monde de son temps pour venir témoigner de ces histoires incroyables. Donc, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça a aussi bercé les repas familiaux du côté de chez mon grand-père, qui était alors lui, pour le coup, un patriarche assis en bout de table. Il ne fallait pas lui prendre sa place. S'il avait dit qu'il n'y avait pas assez de salade dans le saladier et que vous aviez le malheur de dire bah, si, il y en aura assez, bah, il prenait tout dans son assiette. En fait, il se servait en premier et il prenait tout dans son assiette et il rendait le saladier vide sur la table en disant tu vois que je t'ai dit qu'il n'y en aurait pas assez. Donc voilà, c'est un caractère un peu particulier. Ouais, déterminé, quoi. Hein. Bon, voilà. Ma grand-mère, à côté de ça, voilà, a été une femme au foyer. Lui, il était entrepreneur, du coup, dans le bâtiment. Et donc, il rencontre ma grand-mère, qui était une Calaisienne. Donc, ils ont vécu dans le Nord, après lui avoir vécu en Belgique. Ils ont vécu dans le Nord de la France, où mon père est né. Mon père est né à Sangatte, donc qu'on connaît maintenant de par les événements qui peuvent se produire à Sangatte depuis plusieurs années. Mais à l'époque où mon père vit à Sangatte, ils vivent dans une maison sur une falaise du Nord, face à la mer. Et mon père a eu une enfance très... voilà, il faisait du vélo, il allait à l'école. Il allait à la piscine avec Didier Locoud, qui est le violoniste qui aujourd'hui est décédé, mais qui donc, à l'époque, était simplement un petit garçon qui allait à la piscine et qui faisait du violon. Mais c'est donc de ton papa que tu tiens le violon. Alors non, je tiens le violon de moi d'abord, parce qu'un jour j'ai été invitée, j'avais 5 ans, j'étais invitée à un anniversaire où les enfants avaient été invités à venir avec leur instrument de musique quand ils en faisaient. Ce que je trouve une idée géniale. Voilà, les enfants font de la flûte, du violon, du piano, bah, venez avec vos instruments et on passera un petit temps à jouer 2-3 morceaux pendant l'anniversaire, donc c'était super. Et donc il y avait un enfant qui avait joué du violon et j'étais rentrée en disant je veux faire du violon, je veux faire du violon. Il se trouve que mon grand-père avait fait du violon lui-même, amateur, hein, voilà, pour le plaisir. Et il m'a offert son violon
son violon quand j'ai eu l'âge d'avoir un violon entier, ce qu'on appelle un violon d'adulte, ce qu'on appelle un violon entier, et qui était un très 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 beau violon. Et pour la petite anecdote, j'ai gardé ce violon pendant des années en ayant extrêmement de mal à l'apprivoiser. À un moment donné, mais très tard, hein, ça date de ces dernières années où j'ai repris le violon grâce à mes enfants quand ils ont été inscrits à la musique. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais pendant que j'attends mes enfants pendant leur cours de musique? Est-ce que je reste dans le couloir comme ça, voilà, ou est-ce que je m'inscris à mon cours de violon comme ça pendant qu'ils sont en cours de musique? Ben moi, je prends un cours de violon. Donc, j'ai repris le violon pendant 6 ans, pendant que mes enfants étaient encore OK pour aller au conservatoire. Maintenant, ça ne les intéresse plus du tout. Mais voilà, donc j'ai repris le violon et je me suis rendu compte dans ces années-là, donc plus mûre peut-être aussi pour avoir du recul sur mon rapport à la musique et à l'instrument de musique lui-même, que vraiment, alors c'était mon meilleur coach, mais deux, c'était dur, quoi. C'était vraiment dans un rapport de force. Voilà. Et il se trouve que ce violon était vraiment un violon de concert, très puissant. Donc c'est un peu comme si, toi qui fais du cheval, hein, c'est un peu comme si tu as un pur sang dans les mains, mais tu n'es pas cavalier, entraîné pour dompter des purs sangs, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il y a un problème, en fait. Il y a un décalage entre les deux protagonistes, quoi, tu vois. Et donc, mon rapport avec mon violon, pendant 20 ans, quand même, ça a été ça. Ça a été un pur sang dont je ne savais pas trop quoi faire parce que je ne suis pas non plus concertiste, quoi. Et donc, j'ai décidé de vendre ce violon, ce qui a été une décision assez importante. Et comme par hasard, j'ai vendu ce violon au moment où je montais mon entreprise, ce qui m'a beaucoup aidé pour notamment mettre les premiers investissements en fonds propres dans Psy Éco-Développement, qui est le nom de la boîte qui soutient l'école des femmes inspirantes. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a une histoire qui se trace là. Je veux dire, voilà, j'ai eu ce violon-là de mon grand-père. Je n'ai jamais eu l'idée de le vendre jusque-là. Je le fais expertiser. Je connaissais son histoire à ce violon, mais je ne connaissais pas sa valeur. Je le fais expertiser. Bon, ça a de la valeur, ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à essayer de tenir un pur sang alors que je ne suis pas domptrice de pur sang? Ou est-ce que je décide de transformer ce cadeau que j'ai et de développer quelque chose où peut-être j'ai un peu plus de compétences en fait pour le faire. Donc c'est la décision que j'ai prise et merci grand-père parce que ça m'a beaucoup aidé à lancer cette entreprise sur ces 2 dernières années. Ouais. Waouh, c'est impressionnant. Donc l'héritage familial, il est jusque-là. Là, ouais, tout à fait. Ouais. C'est beau, c'est chouette. Et pour revenir à mon père, donc voilà, mon père est ce petit garçon-là. Alors mon père est aussi un petit garçon très intéressé par plein de choses, qui passe du coup un test de QI quand il a 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et donc on annonce à mes grands-parents, qui ne sont pas du tout de la partie pour le coup, que leur enfant est, on ne disait pas au potentiel à l'époque, on disait, je ne sais pas si on disait surdoué peut-être, on disait ça, peut-être surdoué. Et on dit, ce serait bien qu'il aille dans une école à côté de Grenoble qui est spécialisée pour les enfants comme ça, il sera à l'internat et tout ça et tout ça. Et en fait, mes grands-parents n'ont pas voulu. Et donc mon père est resté dans sa famille nucléaire et je pense n'a pas été très valorisé dans cette dimension par mes grands-parents. Bon, je vous ai un peu tracé le portrait de mon grand-père, qui par ailleurs est un homme sympathique, mais un peu maladroit, on va dire, un peu brut de décoffrage. Donc mon père a eu des remarques pas très chouettes à ces sujets-là, quand il s'intéressait à des livres. Voilà, mon grand-père lui disait, alors Einstein, est-ce que tu as quelque chose à nous apprendre aujourd'hui? Voilà, donc bon. Et donc voilà, donc mon père s'est développé, il a travaillé, il a fait plein de choses, etc. Mais voilà, commence à émerger aussi dans l'histoire familiale quelque chose autour de cette question de la douance et de qu'est-ce qu'on fait de la douance, qu'est-ce qu'on ne fait pas de la douance.
et du coup des problématiques que ça peut amener aussi quand ce potentiel s'exprime ou ne s'exprime pas, a la possibilité de s'exprimer ou n'a pas la possibilité de s'exprimer. J'étais hier en conférence j'avais des femmes hier soir en conférence sur le potentiel, prendre sa place et tout ça, et j'ai beaucoup insisté à un moment donné sur, on parle bien de potentiel, donc c'est comme une graine en fait, hein. J'ai une graine je sais pas moi, d'une plante, n'importe quoi, voilà, de figuier, moi je dis figuier, mais allez, de figuier. Si j'arrose pas, si je m'en occupe pas, si voilà, j'ai beau avoir la graine, il se passera rien en fait. Si c'est pas planté dans la bonne terre, avec le bon soleil, la bonne température, il se passera rien. Ben, c'est pareil pour notre potentiel en fait. Il y a des catalyseurs qui malheureusement, si on les rencontre pas, s'ils sont pas présents, ben notre potentiel reste endormi. Alors j'aime bien dire endormi, parce que c'est un peu comme la Belle au bois dormant. Il suffit qu'il y ait un prince charmant pour venir réveiller tout ça et ça peut repartir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est aussi grâce à neurosciences. On sait qu'on a un cerveau qui est plastique, voilà, qui peut se muscler et se développer tout au long de notre vie. Donc voilà, il y a un moment donné, on peut réveiller tout ça. Mais on a besoin des catalyseurs. Et les catalyseurs, c'est l'environnement, c'est le soutien, c'est la valorisation, c'est la construction de notre personnalité, du coup, et de qu'est-ce qu'on fait de notre histoire. Hein. Si toute sa vie, du coup, on se raconte qu'on a été empêché, ben, on finira par l'être, pour de vrai, quoi. Hein. Donc, c'est à quel moment, justement, on a quelqu'un qui, comme moi, vous dit « stop, ça suffit, là. Voilà. » Et donc, voilà. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que je m'intéresse au potentiel. J'ai pas posé la question, mais merci. Merci. C'est chouette que tu sois arrivé à ça sur le haut potentiel parce que ça faisait partie des choses que. Voilà, moi, j'allais partir de la base. Et je me dis qu'on est. C'est marrant parce que pour le coup, Le temps. le fait là, d'en parler avec toi, c'est la première fois que je le formule sous l'angle de mon père. Je l'ai souvent formulé sous l'angle de ma fille, donc ça, je peux raconter l'histoire après si tu me demandes, mais je ne l'avais jamais raconté sous l'angle de mon père. Et en fait, sous l'angle c'est vrai que c'est quand même marrant parce que c'est quand même le discours que je porte, révélez votre potentiel, révélez vos facettes, allez-y, créez-vous l'environnement pour, etc. Mais j'avais jamais pris conscience, en effet, que dans l'histoire de mon père, il y avait eu ces catalyseurs qui à un moment donné, avaient un peu laissé ce petit garçon avec toute sa préscience et tout ce qu'il avait envie de faire et de dire et de partager, ce qui est toujours son cas d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mon père voilà, est quelqu'un de très cultivé et qui voilà, qui est toujours en train de nous dire des choses sur un tas de trucs. Mais voilà, aujourd'hui, on accueille, enfin en tout cas, on essaye d'accueillir, parce que des fois, on dit oh, arrête de nous raconter tout ça. Mais voilà, donc oui, on a besoin d'un environnement propice pour libérer son potentiel et d'être entendu, d'être regardé, d'être soutenu, c'est hyper important en fait, bien sûr. Et du coup, vu que tu parlais de ta fille, moi, il y avait autre chose que je voulais te demander, que tu nous as expliqué. Bon, je pense qu'on va déborder un petit peu. Hein. Je ne sais pas si ça semble possible ou jouable, mais tant qu'à faire, autant y aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à 6h du matin. Non, moi, je me demandais comment ça. Ben, la petite fille que tu as été, par ses parents, sa famille, mais dans ta fratrie. Parce que enfin, voilà, la personnalité qu'on a ou ce que c'est cet héritage enfin, en famille et cette appétence pour les femmes qui, du coup, vous a été transmis. Voilà, je ne sais pas combien vous êtes, comment ça a été, comment vous étiez, et puis la probabilité aussi que ce haut potentiel, à un moment donné, soit joué en fratrie aussi. Peut-être, je ne sais pas. Je pose des questions comme ça à la volée. Mais, Ouais, c'est intéressant. Alors, on est 3 sœurs, on est 3 filles. Je suis l'aînée des 3. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins, 2 ans et demi de moins que moi, Cécile, et mon autre sœur, Ève, qui a un peu moins de 10 ans de moins que moi. On s'entend très bien. On
se chamailler quand on était petite, voilà. Mais vraiment, voilà, on s'entend très bien aujourd'hui. D'ailleurs, on sera ensemble demain, balader dans Paris. Voilà. Donc, on aime bien se retrouver, on aime bien, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur... voilà, je suis l'aînée, donc inconsciemment de la part de mes parents, et voilà, je pense à peser sur moi, mais je ne veux pas me positionner en... Voilà, pour le coup, ça aussi, je m'en suis libérée. Mais je l'ai longtemps vécu comme un poids, donc je vais dire ça, à peser sur moi, une espèce d'exigence de continuité familiale, dans le sens où je pense surtout pour ma mère, voilà, le chemin tout tracé, c'était de suivre ce que nous on connaissait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on était médecin, soit on était avocat, soit on était... Enfin voilà, en gros on fait médecine ou on fait du droit. Pourquoi faire autre chose, quoi? En gros, c'était ça un peu l'idée. Et moi, quand j'étais en terminale, j'ai fait une terminale S, où j'ai pas eu de facilité particulière, hein. À partir de la première S, j'ai pas compris ce qui se passait en fait. Entre la seconde et la première S, il y a eu un gouffre, une espèce de machin abyssal, j'ai pas compris. Donc en première S, les maths, la physique, c'est devenu un truc, je comprenais plus rien. Donc voilà, première terminale, j'ai pas redoublé, j'ai vraiment bossé. J'ai eu mon bac, j'ai pas eu de mention, mais voilà. Et donc du coup, je m'étais dit, bah non, pas médecine, quoi. Je pense pas que j'ai le niveau pour réussir le concours, donc je pense que j'avais un peu cette intuition quand même, mais bon, voilà. Et j'avais adoré la philo, en fait. J'avais adoré la philo à l'époque, donc moi, je me serais bien vue faire de la philo ou faire de la psycho, même déjà, en première ou en terminale. Et ma mère me dit, bah non, pas de la psycho, fais médecine, tu seras psychiatre. La philo, qu'est-ce que tu vas faire? Avec la philo, tu vas être prof. Bon, enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'autres débouchés, etc. Donc, fais plutôt du droit. Si tu fais du droit après, tu pourras toujours passer des grands concours. Et puis après, bah, tu feras de la philo si tu veux, quoi. En gros, voilà. Donc, bon, bah ok, donc parcours universitaire un peu en démarrage en côte, hein, parce que du coup, je commence le droit, pensant que je ne pouvais pas faire médecine, ce qui n'était pas complètement une mauvaise analyse de ma part. Je dis, bon, bah ok, bah, si j'ai le choix entre médecine et droit, ben, je vais faire du droit. Donc là, je me suis retrouvée rue Saint-Hippolyte à l'annexe de la Sorbonne de licence. Ça a duré 24 heures, quoi. Ah ouais, Donc, c'était un one shot, quoi. ouais, j'exagère, mais je suis rentrée, je sais pas, j'ai peut-être passé la première semaine, et puis je suis rentrée, j'ai dit, maman, c'est très intéressant, hein. Je dis, mais je ne vais pas travailler ça, en fait. Je n'ai pas du tout envie de m'y remettre quand je rentre. Voilà, je trouve ça très intéressant. J'écoute le prof, hein, droit constitutionnel, blablabla, et tout ça. Ouais, je trouve ça passionnant. Enfin, mais je t'assure que je ne vais pas m'y remettre quand je rentrerai à la maison. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Enfin, ça ne m'intéresse pas au sens où il y a être intéressant et s'intéresser. Ouais, c'est clair. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, il y a voilà, l'actif et le passif, quoi. En passif, voilà, en actif, ouh, Ça commençait à piquer. un peu trop beaucoup d'énergie, quoi. Donc j'ai arrêté et j'ai été caissière au CA Montparnasse pendant 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai tenu les caisses du CA avec mes collègues. Je me suis éclatée. J'ai rencontré des femmes géniales et qui me disaient toutes tu reprends tes études, hein, tu reprends tes études. Hein. J'ai dit bah oui, j'ai prévu. Elle me dit non, parce que c'est très important que tu reprennes tes études. Et c'était d'une gentillesse et d'une bienveillance à mon égard que c'était extraordinaire. Et donc voilà, donc j'y ai passé beaucoup de temps pendant cette année-là. J'ai eu une petite promotion. Je suis passée au service, au SAV. Donc ça, c'était une promotion. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a les caisses centrales d'achat. Et quand vous passez au SAV, c'est une marque de confiance parce que vous avez en main les tickets de remboursement. Donc voilà, il y a une confiance qui est attribuée à ces caissières-là parce que
Parce qu'en fait, on peut tout faire avec l'argent. En fait, si vous avez envie de faire des transferts de n'importe qui à n'importe quoi, voilà. Donc c'était vraiment une marque de confiance. C'était une relation client aussi. C'est des relations clients plus complexes puisque les gens viennent soit se plaindre, soit rendre des habits qui sont parfois défectueux, qu'ils ont abîmés eux-mêmes. Donc du coup, il faut rentrer dans des discussions avec les gens qui sont parfois pas super confortables. Donc voilà, donc c'était super intéressant. Et puis après, j'ai une deuxième petite promotion où on nous avait demandé de participer à des groupes de travail et de réflexion autour de comment est-ce qu'on pouvait mettre en place le magasin différemment pour le rendre plus moderne, plus agréable, plus convivial, etc. Voilà, donc j'avais eu l'occasion de faire quelques propositions qui ont été mises en place aussi. Et donc voilà, donc c'était super intéressant de participer à ça. Et voilà, et passer ça, alors à côté de ça, je soi-disant me remettais à niveau en maths et en physique, en parallèle, pour faire médecine. Voilà. Oui. Donc voilà, je suis toujours en train de répondre à ta question, comment mes sœurs, etc. Mais voilà, moi, j'ai suivi du coup la ligne demandée. Je me suis conformée aux attentes de mes parents, mais je vais dire surtout de ma mère, à ce moment-là. Et donc, j'ai fait médecine. Ça a été pas du tout. Ça a été pas du tout. C'est-à-dire que je me suis enfermée dans un studio à côté de la fac d'Orsay aux Ulysses pendant 2 ans. J'ai bossé comme une malade. J'avais des formules de maths partout sur tous mes murs, le corps humain dans tous les sens, des crânes en plastique pour apprendre l'anatomie sur mon bureau. Enfin voilà, tout ce que font les étudiants en médecine en première année, quoi. Je bossais avec mes copines qui avaient aussi leur petite piole dans le coin. Je me suis fait des amis d'ailleurs très, très chers, hein, encore aujourd'hui. Voilà, sauf que j'ai raté, moi, le concours 2 fois et que c'est très bien comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'était pas ma voie. C'était clairement pas ma voie. J'ai essayé, hein, vraiment. Hein. J'ai pas fait semblant, hein, je veux dire. J'ai vraiment travaillé, j'ai pris des cours de maths, j'ai pris des cours de physique. Le prof de physique, il voyait que je comprenais pas, il me disait « Mais c'est des gens comme toi qui méritent de réussir. » Je comprends rien. Tu mérites de réussir. Génial. Non, mais ça veut dire aussi quoi, pour celles qui nous écoutent et qui sont dans le développement d'elles-mêmes, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se taper la tête contre les murs. C'est pas vrai que je méritais de réussir. C'était pas fait pour moi. Donc on s'arrête. Oui, après, ça, c'était dans ta tête, c'était clair à ce moment-là. Après, la personne qui te le disait, Oui, c'était très gentil. Voilà, c'était encourageant. De sa part, et puis je pense qu'en plus c'était sincère, quoi. C'est-à-dire qu'il disait mais tu travailles, quoi. Cette espèce de justice, vous voyez, il y en a plein qui ont une blessure d'injustice parce qu'ils se sont donnés corps et âme dans un truc et puis ça marche pas. Et donc du coup c'est une blessure d'injustice immense, quoi. J'ai tout fait pour que ça marche et ça marche pas. Et en fait moi à l'époque c'est ça, quoi. Je travaille, j'ai arrêté la danse, j'ai arrêté le violon, je suis dans cette piole là toute seule. Je vais à la fac, j'arrive dans le cours, je comprends rien. Il y a des fois, je sortais de cours hein, parce que je pleurais en fait. Et j'appelais ma mère, je disais, mais maman, je comprends rien en fait. Et pourtant, bon voilà, je continue. Et c'est qu'à un moment donné, il faut quand même entendre ces signaux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut entendre ça, dire, et lâcher en fait, et avoir beaucoup d'indulgence pour soi-même en fait, en disant, mais c'est pas que tu es trop nul, parce que moi, du coup, j'ai cru que j'étais trop nulle. En fait. Et j'ai cru que j'étais bête, quoi, qu'il y a un truc qui connectait pas dans mon cerveau. Et c'est pas qu'on est trop nul, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et ça, c'est hyper important, en fait. Voilà, donc bon, bah ça, quelques années à décrypter le truc, j'ai lâché prise, hein, donc à un moment donné, j'ai arrêté quand même de souffrir, mais avec une certaine incompréhension quand même, de pourquoi finalement ça n'a pas marché, quoi. Bah, je dois être trop nulle. Voilà, ça doit être ça l'explication. Et bon, ça, j'ai pu le réparer quelques années plus tard, grâce à ma fille, grâce à la question du haut potentiel et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est ce que je vous dirais à 5h du matin, à 5h30 du matin. Donc voilà, donc bon, je trace le truc voulu par mes parents.
Bon, ce qui est très bien, c'est que je pense que du coup, pour mes sœurs, c'est super. J'ai ouvert la voie et mes sœurs ont fait ce qu'elles voulaient. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'ai une sœur qui est partie vivre 10 ans à l'étranger, qui a fait de la plongée sous-marine, qui peint, qui est instructeur de plongée sous-marine, qui a vu des endroits dans le monde exceptionnels, qui a plongé avec des baleines, des requins, des raies-mantras, des machins, des trucs, enfin voilà, des trucs incroyables, exceptionnels, qui a fait de la plongée à 60 mètres avec des bulles spéciales quand on plonge très très profond comme ça, enfin voilà, des expériences incroyables. Euh, voilà, et puis ma sœur plus jeune qui a fait des études d'abord pas loin de chez toi, Aude, chez Bocuse, en management de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, elle a expérimenté la cuisine. Elle n'était pas destinée à faire de la cuisine, mais les premières années dans ces écoles-là, on fait de tout. Et après, elle se destinait plus au management. Donc, elle a fait la partie management et après une école de commerce. Et voilà, aujourd'hui, elle est dans une magnifique boîte digitale qui est au service des restaurateurs pour tout ce qui est réservation. Et elle s'éclate. Voilà, elle s'éclate. Elle est au service des clients, des restaurateurs, justement, pour leur mettre en place tout le dispositif qui leur permet d'être en contact avec leurs clients. Et elle adore ça. Voilà. Donc, une belle brochette de femmes qui se sont choisies. Ouais. Mes sœurs, et mes sœurs, dans leur singularité, dans leur choix de vie. Je suis la seule à avoir des enfants aujourd'hui. Voilà. On verra ce que dira l'histoire, mais voilà. Avec leur choix, ouais. Leur choix, leur décision. Parce que de ce que j'entendais dans ce que tu nous as raconté, revient le choix encore et toujours et prendre sa place en fait. Ouais, Et t'en parles en disant finalement j'étais pas à la bonne place en médecine, enfin c'était pas fait pour moi. Et du coup j'en arrive à nos moutons quand même parce que quand même sinon j'ai peur qu'on dure vraiment jusqu'à 5 heures du matin parce que je suis capable de pas m'arrêter. Peut-être que toi oui mais moi non. Non, du coup, je me dis, ben, ça fait quand même grandement écho avec l'école des femmes inspirantes. Donc, ton parcours, en fait, ton histoire, ton parcours. Ouais, la notion du choix, ça tombe, enfin non, je pense pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai envie de parler de mon mari là, du coup, parce qu'il y a vraiment cette idée d'un moment donné, faire ses choix, y compris quand ça plaît pas trop. Moi, je me suis mariée avec un franco-tunisien. Alors, mon mari est né en France en 1974. Papa, maman tunisien, arrivé en France dans les années 70. Et voilà, donc on a la même culture. On est français tous les deux, mais il a la biculture tunisienne et française. Et on n'a pas la même religion. Et, et c'est vrai que oui, quand on a décidé de se marier, ça n'a pas été simple en fait. Bon, je ne l'ai pas présenté du jour au lendemain et on a dit on va se marier. Hein. Ça fait déjà un petit moment qu'il rôdait dans l'écosystème familial. Et tant qu'on n'annonçait pas notre mariage, bon, voilà. Et puis quand on a annoncé notre mariage, ça s'est complexifié. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce genre d'histoire, ça vient nous chercher sur nos choix intrinsèques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable d'assumer vraiment jusqu'au bout, quoi qu'il arrive par la suite. Parce que évidemment, l'épée de Damoclès dans cette histoire, c'est que ça tourne mal et que du coup, on est un jour je te l'avais bien dit, qui revienne. Mais c'est finalement faire fi de ça et se dire, ben, dans ma vie du moment, là et maintenant, c'est cette prise de décision-là que j'assume. Et je l'assume maintenant et je l'assume dans les 10 ans à venir, les 20 ans à venir, les 30 ans à venir, y compris si ça finit par une séparation, par exemple. Mais c'est la même chose pour un entrepreneur, en fait. Je décide de quitter le salariat, je vais vers l'entrepreneuriat, j'assume ce choix au moment où je le fais et je l'assume jusqu'au bout, c'est-à-dire à la fois dans la réussite et aussi si un jour je dépose le bilan. Si une personne revient en disant bah, je te l'avais bien dit quand même, quitter le salariat, hein, c'était un peu risqué, bah ouais, en effet. Mais j'assume d'être là aujourd'hui
voilà, dans mon RJ ou dans ma réussite aussi, parce que c'est bien aussi d'assumer sa réussite. Parce qu'il y a aussi beaucoup de difficultés à pouvoir assumer, de dire maintenant ça c'est ma place en fait, et j'ai une réussite entrepreneuriale, et c'est pas pour l'étaler devant tout le monde, c'est simplement, bah, tiens, en fait c'est un fait, ça marche. Cool. Et oui, Voilà. oui. Juste le reconnaître, quoi. C'est ni plus ni moins. J'aime bien dire ça parfois. Dire, J'aime bien parce que moi, ça me fait penser à la responsabilité. oui, et oui, exactement. C'est exact. Oui, oui, bien sûr que ça nourrit sa responsabilité au sens propre du terme. C'est-à-dire, je suis capable d'être face aux événements qui sont devant moi, en fait. Je suis capable d'être là et de prendre des décisions à l'instant T, parce qu'une décision, c'est toujours à l'instant T, avec un espèce de pari sur l'avenir, et d'être là dans l'avenir avec le résultat que j'aurais obtenu, qui soit exactement là où j'avais visé, hein, pile dans le mille, ou qui soit un peu à côté, voire très très loin. Ok, j'assume ça. Ni plus ni moins. Et encore une fois, tant dans la réussite que dans le pas de côté. Je trouve que c'est hyper important. J'aime bien parce que du coup, enfin, moi en tout cas, c'est l'image que tu incarnes en fait pour moi, ce que tu viens de dire. Ah C'est oui. vraiment, j'assume. Ouais. Ouais, alors, je suis désolée, je n'étais pas là pour faire des commentaires ce soir, mais j'en profite au passage. Je suis là pour poser des questions, mais voilà, comme tu me réponds à mes questions, ben, je ne sais pas si d'ailleurs il y a d'autres gens qui veulent en poser. Bah, en tout cas, il y a Paula qui regarde, il y a Christine, il y a Claire, il y a Sophie, il y a Corinne, il y a Magali. Alors ça, c'est chouette, Magali. J'ai dit 2-3 trucs sur le potentiel des enfants. Ça a peut-être dû te parler, je ne sais pas. Voilà. Et puis, il y a Natacha qui, du coup, a rejoint dans le groupe. Donc, c'est cool. Natacha qui était avec nous, mais qui, du coup, est dans le groupe. D'ailleurs, D'accord. j'en profite, hein, vous pouvez mettre des commentaires dans le fil de discussion du groupe et on va prendre en compte hein, ce que vous avez envie de dire, de réagir ou de questionner. Voilà. C'est bienvenu, on s'emballe un peu, on n'arrête pas de discuter, mais franchement, c'est vraiment important si vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire, de ne pas hésiter à le faire, surtout le faire même. Ouais. Voilà. Moi, je disais du coup ce que ça me. Enfin, voilà, c'est vraiment quand tu dis la notion de j'assume, pour moi, c'est vraiment ce que tu incarnes aujourd'hui. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai presque envie de le dire de façon métaphorique. En fait, est-ce que c'est une métamorphose parce que voilà, la SNCF, Air France, on va peut-être pas tout refaire le parcours parce que voilà, on connaît, mais à part si tu veux le refaire en quelques bribes de voilà, mais la SNCF, les ressources humaines, Air France et la femme que tu incarnes aujourd'hui, femme qui reste aux multiples facettes. Alors, ouais, ce qui me vient, c'est marrant, ce qui me vient, c'est que c'est à la fois une métamorphose et un retour à l'existant, en fait. C'est ça qui me vient. C'est que, évidemment, pour être là où je suis aujourd'hui et être là juste à faire, par exemple, cette interview, tu vois, comme ça, que j'aurais jamais osé faire il y a même peut-être encore 9 mois, un an, je sais pas, enfin, voilà, euh, c'est évident que j'ai dû faire un travail d'enlever des couches et des couches et des couches de protection parce que j'aurais été tétanisée, quoi, de me dire mais je vais raconter ça, et alors les gens ils vont penser quoi, ils vont dire quoi, ils vont faire quoi, enfin voilà, ça aurait été terrible. Euh, je découvre actuellement ce que c'est d'avoir des haters, voilà, on a eu l'occasion d'en parler avec l'équipe. J'aurais été incapable pour le coup d'assumer ce truc-là il y a un an. J'étais pas prête en fait. Je n'avais pas suffisamment travaillé sur moi, sur des zones sensibles, sur des blessures. Je veux dire, voilà, déjà là, ça me fait mal. Mais alors, il y a un an, ça m'aurait crucifié, quoi. Je sais pas, ça aurait été terrible.
je sais pas, je me serais mis sur ma couette pendant 6 mois et que surtout plus personne ne vienne me voir ni me parler. Donc voilà, donc ça, bien sûr que c'est un énorme travail de transformation. Et en même temps, c'est en ça que c'est une métamorphose, c'est un changement énorme. Et en même temps, ce qui est peut-être paradoxal et fascinant en même temps, c'est que c'est un retour finalement à son essence. Donc en fait, c'est un retour à l'original presque. Vous voyez, donc c'est une métamorphose. Je pense que ouais, une révolution, c'est un tour complet. Hein. Donc peut-être que c'est ça en fait, une espèce de tour complet sur soi-même. Mais par contre, pour le faire, il y a 2-3 trucs qui se passent quand même sur le chemin, quoi. 2-3 embûches. Voilà. Et là, tout de suite, je connecte. J'ai proposé dans l'école des femmes inspirantes à la dernière, alors c'était la première, donc on a des veillées et notamment on a une veillée qui est sur le thème des lectures inspirantes. Donc je propose au groupe de lire un livre qui m'a inspirée ou que j'ai découvert ou même qu'elles peuvent proposer. Et on discute pendant une soirée, là, comme on est en train de faire, à peu près jusqu'à 6 heures du matin, du livre. Voilà. Et on a repris ces séances-là à la fin de l'été, le 29 août précisément. Et je leur ai proposé un été avec Omer, qui a été proposé par Sylvain Tesson, d'abord en podcast pour France Inter lors de l'été 2017, puis en livre en 2018. Et c'est un des livres qui a accompagné justement cette révolution et où à chaque page, je faisais « Oh, oui, exactement, c'est exact. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Il dit les mots exacts, etc. Et en fait, lui, il s'appuie sur donc un été avec Homère, donc sur l'Iliade et l'Odyssée, pour parler de ce qui nous amène, chacun de nous, êtres humains, à revenir à soi. Puisqu'en fait, l'Iliade et l'Odyssée, c'est une métaphore du chemin humain pour se découvrir. Voilà, donc c'est une métaphore, c'est-à-dire d'abord il part en guerre, il va en guerre, voilà, c'est un peu toute notre première partie de vie où on se bat, on fait sa place, on essaie d'avoir des examens, des concours, des machins, de faire ça, d'avoir une bonne place dans une entreprise, etc. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la guerre, quoi. Et puis deuxième partie, c'est le retour à la maison. Une fois qu'on a fait tout ce chemin-là, on a juste envie de rentrer chez soi, quoi. On a juste envie d'être avec les gens qu'on aime et d'avoir un peu de paix, quoi. Voilà. Et donc, pour illustrer ce truc de la révolution, c'est marrant, du coup, j'en parle là, parce que le 29 août, j'ai mis Homère au programme de la discussion. Du coup, ce faisant, j'ai trouvé une BD pour mon fils et on est en train de le lire avec mon fils Naël en ce moment. Et voilà, et c'est ça l'histoire, en fait, c'est ça. C'est une métamorphose, mais pour revenir au point de départ. À la genèse. À la genèse. Et c'est pour ça que dans les exercices, d'ailleurs, de développement personnel, même en thérapie, en coaching, enfin, tous ceux qui ont déjà été coachés le savent, on fait beaucoup d'exercices où on dit alors, quand tu étais petit, quand tu étais jeune, quand tu étais ado, qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce que tu faisais sans te poser de questions? Tu jouais à quoi? Ben oui, parce qu'en fait, c'est déjà là. C'est déjà là. Et puis après... Ça me fait super peur ce que tu dis. Alors, je jouais. Non, je rigole. Ouais. Non, je me dis que on doit toutes se dire la même chose là en t'écoutant, en se disant « Ouh là là, on va se refaire le Là, film. » c'est vrai, c'est déjà là. C'est-à-dire, quels étaient mes intérêts? Où est-ce que j'aimais passer mon temps? Quelles sont les questions que je posais à ma maîtresse, aux adultes? Voilà. Et après, on oublie en fait. On oublie parce qu'on met des couches et puis on part en guerre. On va en guerre, quoi. On essaie de faire sa place, quoi. Et en fait, Donc, tu es revenu à tes origines. on revient à ses origines. Voilà. Ouais. C'est vraiment beau, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça chouette. Ouais.
Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que revenir à ses origines, on dit beaucoup ça en thérapie, c'est se nettoyer. Bah oui, parce qu'entre-temps, bah, on a fait du chemin, quoi. Donc c'est un peu comme à l'époque, quand on partait, on n'était pas en voiture, confortable, climatisation, machin, bah, on revenait, on était un peu poussiéreux, quoi. C'est un peu ça. Donc ouais, il y a beaucoup à délester, à nettoyer pour pouvoir revenir à cette essence-là, en fait. Est-ce que je peux te poser une dernière petite question? Allez, Ou une dernière, ou enfin voilà, partie. Mais je pense que voilà, il est 22h24, peut-être que on laissera la parole ensuite. Moi, je voulais savoir, depuis que l'école des femmes Tiresse inspirantes, voilà, depuis que tu as créé l'école, euh, quelle a été la plus belle chose que tu as vécue? waouh! Il y a beaucoup, hein. Ah, je me suis dit là, le choix, c'est choisir, c'est renoncer, ça va être difficile, mais on va y aller quand même. Hmm, ok, c'est bon, je l'ai. Ouais, je l'ai. Hmm, il y a un an, donc il y a un an, en novembre 2021, on a pu reprendre des séminaires. Alors je dis reprendre parce qu'en fait, donc j'ai créé l'école des femmes inspirantes, ça fait 2 ans maintenant. Mais juste avant, quand j'étais encore salariée, j'avais commencé par faire des séminaires à Djerba où j'avais la possibilité de le faire et ça a commencé comme ça en fait. Voilà. J'ai d'abord fait un séminaire avec mes collègues de la SNCF et puis après, j'ai fait un séminaire avec des vraies clientes. Et puis après, il y a eu le confinement, donc on s'est arrêté. Et l'année dernière, dans le cadre de l'école des femmes inspirantes, on a pu reproposer un séminaire et on est parti au Château des Tourelles à Pornichet. Alors bon, Pornichet, c'est un lieu qui a beaucoup de signification pour moi. J'y ai eu une maison de vacances familiale pendant longtemps, donc c'est pas pour rien que j'ai choisi cet endroit-là. Pour moi, c'est revenir un peu justement sur des endroits où je me sens ancrée en fait, hein, où je sens que j'ai une attache, voilà. Et je pense que c'est important quand on accompagne d'être accroché au sol, d'être accroché quelque part, pour pouvoir justement être solide en fait, hein, pour emmener les autres. Et donc voilà, donc c'est pas anodin pour moi d'avoir choisi ce lieu. J'adore la mer, enfin j'ai un besoin d'océan qui est vraiment, dont je me suis rendu compte vraiment ces dernières années. J'ai besoin de voir la mer. Et en plus, le lieu est magnifique, le château des Tourelles. Et il y a une histoire aussi, puisque c'est un lieu qui a accueilli, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, des enfants. Et qui a continué à accueillir des enfants de familles voilà, qui étaient désargentés pour leur proposer des vacances, en fait. Voilà. Donc, c'est un lieu où dans son âme, ben, il y a eu plein d'enfants qui ont couru dans les couloirs et qui allaient sur la plage, du coup, en face du château et qui pouvaient, ben, du coup, profiter de l'air marin, de l'eau, du sel, du sable sur leurs joues, etc. Voilà. Donc, ça me plaît beaucoup cet endroit parce que c'est à la fois un lieu très beau et en même temps très habité de cette simplicité de l'enfance. Et voilà. Donc, on est là. C'est la première fois du coup que je l'anime à cet endroit-là. Et on vit une expérience exceptionnelle avec les deux co-animatrices que j'ai choisies pour faire ce premier séminaire. Alors Candide Mégia, qui est coach au sein de l'école, qui est une amie très chère, qui est docteur en psychologie et voilà, qui est une femme exceptionnelle. Et nous avions également Céline Renaudino, qui est aussi une femme exceptionnelle et qui danse une danse que j'ai découverte il y a quelques années voilà, qui nous a aidé à transcender le corps, les émotions, l'esprit, etc. Donc, en nous accompagnant dans la danse, dans le Nia.
Donc, on vit quelque chose d'extraordinaire. Je propose pour ce premier séminaire aux participantes qui n'ont pas pu venir d'être là en visio. Donc, on vit un moment partagé entre de la visio sur un des ateliers du vendredi après-midi et le présentiel. Quelque chose qui fait communion, quoi, à ce moment-là. Et puis arrive la fin du séminaire. Et là, je propose un cercle de partage où j'invite chacune, dans le silence, à se mettre au milieu du cercle et simplement à regarder chacune des personnes qui est là présente. C'est tout, en fait. Juste faire ça. Et c'est difficile à décrire comme moment, parce que c'est un moment juste d'humanité pure. Voilà, 4 yeux qui se regardent X fois. Elles étaient, on devait être une dizaine là, entre les participantes et les intervenantes, dans ce silence et dans ce qui n'a pas besoin d'être dit, en fait, qui est juste là. C'est ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a vécu ensemble là, tout de suite, pendant ces 3 jours. On n'a pas besoin d'en parler. On a juste besoin de l'ancrer et de l'intégrer dans son âme, dans son corps. Enfin voilà, et ça passe par le regard, en fait. C'était magique. Ok, merci pour ce beau partage. Voilà, on n'y était pas, mais ça avait l'air vraiment, en tout cas, un moment inoubliable. Ouais. Et je pense que je raconte ça, mais il y a plein de moments. Là, c'est en collectif, mais c'est des moments aussi en individuel, quand il y a un moment où il y a quelque chose qui tout d'un coup fait écho différemment. Voilà. Cette histoire de, voilà, je me suis raconté mon histoire comme ça depuis des années. Et là, juste parce que tout le travail que j'ai fait et qui m'a amené à ce moment-là de prise de conscience et en fait, je peux avoir un autre regard là-dessus et raconter ça différemment. Ce moment-là, en fait, c'est unique. C'est voilà. Et c'est fou parce que c'est à la fois quelque chose d'extrêmement furtif, rapide, ça se passe à ce moment-là, et en même temps, c'est toute l'histoire qui est racontée dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a fallu faire tout ce chemin pour arriver précisément à cette seconde, à ce moment précis où tout change. Voilà. Merci Ida, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai encore quelques petites questions, mais là, je pense que c'est tard. Je ne sais pas s'il y a encore du monde sur le groupe. Je pense qu'il y a eu des bugs à des moments donnés. Donc, on verra comment ça a tourné. Donc, on a peut-être eu des... Voilà, je ne sais pas qui est encore là. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans le groupe? De toute manière, il y aura le replay. Enfin, ça va tourner. Ça va tourner. Vas-y, hein. Enfin, si tu as envie de poser une question de conclusion ou de... Moi, sur la conclusion et qui ouvre, et peut-être voilà, parce que ce ne sera pas le premier ni le dernier. Voilà, du coup, c'était intéressant ce format de discussion, en tout cas de confidence. En tout cas, bon, au-delà de la confidence et des choses que je vous ai racontées qui sont très personnelles et que j'ai en effet jamais racontées sous ce format-là, ça me permet aussi de dire des choses sur... on touche du doigt au travers de l'accompagnement et de ces questions de la transformation et du chemin pour aller vers soi que j'ai peut-être... Enfin, merci du coup, parce que je n'ai pas forcément nécessairement déjà partagé de cette façon. Voilà. Donc, du coup, je te remercie. Surtout, merci à toi de nous partager ça, Ida. Voilà, c'est une preuve de confiance. Moi, la dernière question, vraiment, et cette fois-ci, après, je m'arrêterai là.
Et c'est un vaste sujet, je pense. Mais il paraît que les conclusions Je peux sont... repartir, hein, je peux repartir. Voilà. Non, on m'a toujours appris dans ma scolarité, voilà, dans mes formations, etc., que les conclusions, c'était des ouvertures, non? N'est-ce pas? Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. En bon élève, je crois que je vais conclure comme ça. Pourquoi les femmes-s inspirantes? Pourquoi l'école? Pourquoi les femmes-s inspirantes? Ouais. Désolée, j'ai mes écouteurs qui s'échappent. Alors, les femmes-s, il y a beaucoup de... Ça veut dire quoi, les femmes-s? J'avais même une copine qui m'avait dit, tu sais, femme-s, c'est pas génial parce qu'il faut dire femme-s, c'est un peu compliqué, ça sonne pas très bien, etc. Puis, assumer et choisir. Hein. J'ai dit, ouais, peut-être. Ouais, mais je le garde en fait, c'est pas grave. Tant pis. Je garde. Alors, je garde pourquoi? Parce que, bon, j'ai envie de parler aux femmes, à des femmes, parler aux femmes des femmes, donc on est déjà avec femmes au pluriel. Sauf que dans ce femme au pluriel, je voulais parler de l'unicité de chaque tiret une des femmes et de leurs multiples facettes. Donc c'est un peu une façon de dire, bah voilà, vous êtes unique, mais en vous, il y a plusieurs femmes qui s'expriment. Voilà. Et en fait, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Je pourrais dire ça pour les hommes aussi. Hein. C'est en chacun de nous, il y a plusieurs facettes de nous qui s'expriment. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de réintégrer ces facettes, de les réunifier, de les faire vivre ensemble et de leur faire avoir entre elles un lien d'harmonie, de paix, même quand ces facettes-là disent des choses contradictoires. Voilà, parce qu'on a aussi dans ces facettes-là tous nos paradoxes. Et tout va bien. Bien sûr qu'on a des paradoxes, bien sûr qu'on a des conflits internes, bien sûr qu'on pense ça et parfois son contraire. Et ça va, en fait. C'est pas un problème, c'est pas la preuve d'une pathologie grave. Ce qui est la preuve d'une pathologie grave, c'est quand justement on n'arrive pas à accepter le conflit interne et le paradoxe. Mais en fait, le paradoxe est constitutif de notre humanité. Et donc voilà, c'était pour parler de ça en fait. C'était pour permettre aux femmes de réintégrer l'ensemble de leurs facettes, alors dans leurs différents domaines de vie, on va dire, s'autoriser à vivre tous ces domaines de vie-là et ne pas renoncer, ne pas se sacrifier, ce que je dis tout le temps. Mais c'était aussi pour vous-même aller vous découvrir dans qui vous êtes sur toutes ces dimensions plus profondes aussi. Voilà, pas simplement qu'est-ce que je fais dans la vie, est-ce que je suis une mère, une épouse, une travailleuse, et ceci et cela, mais aussi qui je suis au plus profond de moi, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, à quoi je crois. Ah oui, mais je crois ça, mais je crois aussi l'inverse, donc finalement, qu'est-ce que je crois vraiment? Enfin voilà, et être OK avec le fait que, bah oui, parfois je suis d'accord avec certaines idées et parfois avec l'idée contradictoire. Ah ouais, tiens, c'est drôle, bah OK, mais voilà, ça fait partie de moi, en fait. Et voilà, donc c'était ça, l'idée du femme-s, parler aux femmes, des femmes, et en même temps, pour chacune d'entre elles, ouvrir le regard sur toutes ces dimensions. Ok. Et moi, je me dis après, je pense il y a pas mal de femmes hein, qui te suivent, qui te connaissent et qui doivent se dire parfois, mais quelle mouche l'a piqué, Ida? À un moment donné, elle est passée de RH, voilà, dans les grands groupes, avec voilà, ton niveau d'expertise, et puis à un moment donné, à fonder bah, voilà, l'école des femmes-s inspirantes. C'est quoi le moteur? C'est quoi qui t'a transcendé à ce moment-là? Alors, je l'ai toujours eu en toile de fond. Quand je fais la transition Air France SNCF, j'ai encore envie de travailler dans des grands groupes, j'ai encore envie d'apprendre. Je suis jeune psy, je viens d'avoir mon... Enfin, je n'ai même pas encore soutenu mon doctorat, parce que je soutiendrai mon doctorat un an après être rentrée un peu moins d'un an après être rentrée à la SNCF. Donc, j'ai encore envie de cette expérience-là, du terrain, de l'entreprise, de l'industrie, de voir ce qui s'y passe, quoi. J'ai vraiment encore envie de ça. Et en même temps, je me dis, bon, je ne me vois pas, en fait. Déjà là, je ne me vois pas retraitée de la SNCF, en fait. Je vois pas ça.
mais je sais pas, voilà. Et donc, le seul truc que je vois, c'est bon, bah, je sais pas, 40, 45 ans, j'imagine que ça peut être un âge pour se dire, ben, j'ai un peu roulé ma bosse, hein, voilà, et j'ai eu de l'expérience, enfin voilà, j'ai expérimenté des trucs, j'ai vu des trucs, j'ai un peu, et ça peut être un bon moment pour monter un cabinet, voilà. Mais je sais pas du tout, voilà, et puis un jour, ben, j'ai eu 36 ans, 37 ans, 38 ans, et parallèlement à ça, a poussé l'idée que, waouh, pour les femmes, quand même, il y a encore un défi à pouvoir être mère, travailler, etc. C'est encore un sujet, quoi. Et bon, alors moi, j'ai utilisé des stratégies pour que ce ne soit pas un sujet sous une forme, mais ça a été un sujet aussi, forcément. Et, et, euh, et ce que je voyais autour de moi, c'est que ça a été aussi parfois des empêchements, mais vraiment des entravements même parfois à la vie, soit maritale et maternelle d'un côté, soit des entravements à la vie professionnelle de l'autre, quoi. J'ai vraiment vu des amis à moi se priver d'une partie de leurs possibilités d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc pour moi, ça a été très difficile de relier les deux bouts. J'en ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup passé des soirées au fond de mon lit à rien vouloir faire d'autre que de regarder des films où je pleurais. En plus, je regardais que des films, je regardais 9 mois. Qu'est-ce que je regardais quand je revenais de congé maternité, que je reprenais le travail, je sais pas, j'ai eu une période où je regardais que des films sur des femmes qui avaient des enfants et qui essayaient de tenir le coup, quoi. Alors, je me mettais sous la couette, je pouvais faire que ça. De toute façon, je pouvais plus parler, parce qu'en plus, comme je faisais du recrutement, j'entendais des gens parler toute la journée et je parlais toute la journée pour interviewer les personnes dans les entretiens de recrutement. Et donc, je voulais que plus personne me parle et parler à personne, en fait. Mais ça, Ça devait, ça devait être pratique. c'était pas, je pense pas que j'étais la meilleure compagnie du monde à cette époque-là, mais c'était le cas, quoi, hein, voilà. J'avais Kera et Elissa à l'époque. Et donc, voilà, donc ça a été super dur, en fait. Ça a été super dur, mais, euh, mais j'avais quand même ce truc de me dire, bon, ok, mais j'ai pas renoncé, en fait. C'est hyper dur, mais je suis quand même à l'endroit où je voulais être, c'est-à-dire je fais ma carrière comme je peux et j'essaie d'élever mes enfants comme je peux. C'est pas idéal, je fais je fais plein d'erreurs, voilà. Mais j'essaie d'être sur le terrain, en fait, de ma vie, en fait. J'essaie d'être sur le terrain de ma vie. Bon, j'ai besoin d'un peu d'aide pour assouplir un peu tout ça et que ce soit un peu plus tranquille et tout. Donc ça, c'est ce qui arrive en 2016. Je me dis, bon, comment est-ce que ça peut être un peu plus tranquille, le terrain de ma vie? Parce que quand même, voilà, c'est un peu costaud. Et là, vraiment naît du coup le truc autour de, OK, bon, bah, se réaliser d'abord, c'est possible en tant que femme, sur toutes ces dimensions de vie qu'on choisit, dont on a envie, hein. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire et des enfants et travailler, hein. Si on n'a pas envie d'avoir d'enfants, on n'a pas envie d'avoir... Enfin, j'ai aucun problème avec ça, hein. On peut avoir, et puis avoir plein d'enfants aussi et pas travailler. J'ai zéro problème avec quelle que soit la configuration de vie qui est choisie par la personne, en fait. Mais juste, c'est quoi la configuration de vie que tu veux? Voilà. Et on a le droit de se poser cette question-là, en fait. Et donc voilà, ça commence à émerger comme ça en 2016. Comme je fais beaucoup d'accompagnement, moi j'ai fait que ça, hein, de l'accompagnement, accompagner des managers, accompagner des dirigeants, accompagner mes équipes quand j'étais moi-même manager, etc. Donc voilà, accompagner les femmes, c'est une autre façon d'accompagner. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout ce que j'ai fait pour les managers, à un moment donné, je me suis dit, au fond, c'est transposable. En vrai, c'est transposable. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on apprenne. C'est peut-être ces connaissances-là qu'on a besoin d'avoir. C'est juste qu'on ne nous l'a jamais dit, quoi. On ne nous en a jamais parlé. Donc parlons-en. Voilà. Voilà. Et inspirante parce que, je ne sais pas, c'est un mot qui a traîné pour moi à partir de 2018. C'était vraiment ce mot-là de... Je pense que je me suis sentie
très inspirée par les personnes que j'ai côtoyées et qui m'ont permis aussi de faire ce chemin-là. Alors, ça a été des professeurs, mais même depuis, je parlais de la philo, moi j'ai adoré mon prof de philo, j'ai adoré une prof de français que j'avais eue en quatrième et en seconde, Madame Meul, the prof de français. Donc, voilà, j'ai beaucoup eu de personnes inspirantes, d'hommes et de femmes, hein, des professeurs, des managers, et puis après aussi des thérapeutes, des coachs aussi, Christine Levicki par exemple, qui a été vraiment clé dans mon parcours, Julien Mussy, qui est aussi quelqu'un qui est clé dans mon parcours d'entrepreneur aujourd'hui. Voilà, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, on a besoin d'être inspirés, on a besoin d'être inspirés les uns pour les autres. Et en fait, c'est de là que peut naître quelque chose qui est créatif, voilà, qui émerge et qui finalement finit par résoudre des problèmes. Donc voilà. C'est en plus contagieux. Le fait voilà, d'être inspirant, c'est contagieux. Moi, je trouve que c'est une grosse épidémie, tu vois, ce qui est positif pour le coup. Et je vais peut-être dire ça, excuse-moi, hein, on va vraiment finir à 5h du matin. Non, mais je vais peut-être dire ça parce que vraiment, j'en suis de plus en plus convaincue, c'est que c'est en acceptant d'être inspiré qu'on devient inspirant. C'est en acceptant d'être inspiré qu'on devient inspirant. C'est-à-dire que moi, il y a eu un moment quand même, et notamment quand je suis rentrée dans tous les accompagnements autour de la structuration de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, j'ai décidé d'être accompagnée pour ça, parce que ça ne s'invente pas non plus d'être chef d'entreprise, de diriger un cabinet et tout ça. Et en fait, je sais que j'ai eu une résistance énorme au départ sur le mode. Je suis quand même bras droit d'un DRH de la SNCF, moi. Enfin, je veux dire, manager, mener des projets. J'ai été chef de projet sur des projets dédiés à 10 000 collaborateurs, ça va. Bon, j'avais quand même décidé de me faire accompagner, donc c'est quand même qu'il y a des trucs que je ne savais pas. Mais j'ai eu quand même vraiment ce travail-là à faire, mais c'était dur parce qu'en plus je me voyais résister à être inspirée. C'est terrible ça, de se voir résister à être inspiré parce que quand même, on se fait une image de soi et qu'on a besoin de la maintenir. En fait, c'est une question de sauvegarde identitaire. Hein. Donc, c'était une espèce de lutte comme ça interne où il fallait que j'accepte d'être dans une humilité douce, en fait. Pas un truc de minimisation, hein, pas un truc de non, en fait, Ida, t'es trop nulle, tu dois tout apprendre. Mais un truc juste de ça va en fait, ça tu le sais pas et c'est ok et c'est pas parce que t'as pas bien fait quand tu étais dans ta boîte, c'est juste que c'est nouveau, que c'est donc laisse-toi être inspiré, laisse-toi être inspiré et donc voilà, je pense que si on se laisse être inspiré, et ben on ouvre tellement de possibilités que de fait on devient inspirant pour les autres. Ouais, c'est marrant parce que quand tu dis ça, ça me fait. Je me rappelle, durant une formation, on nous avait dit quand on perd quelque chose, on gagne toujours quelque chose à la clé. Sinon, le cerveau, on est des êtres humains, enfin, je vais dire comme des enfants. On ne peut pas perdre sans gagner, ça n'existe pas. Du coup, ça m'a beaucoup rassurée ce que je m'étais dit, putain, tout ce que je vais perdre. Pardon pour la vulgarité, mais ça m'avait vraiment. Et je m'étais dit, ouais, c'est hyper rassurant. Et là, quand tu dis ça, je me dis, presque à ce moment-là, tu t'es dit, bon, je ne vais pas perdre ce que j'ai fait ou tout ce que. Voilà, mais sur l'humilité douce, comme tu dis, bon, tu as abaissé un peu ton niveau, donc tu as un peu décranté sur certaines choses pour gagner en inspiration et on a presque le fin mot de l'histoire. Inspiration pour gagner en liberté, pour gagner en créativité, pour gagner en contribution. En collaboration, ouais, et voilà, mais accepter qu'il n'y a rien de grave à pas savoir tout de suite tout, enfin voilà, et que ça ne remet pas en question non plus qui on a été dans le passé, en fait. Je pense que ça ne remet pas en question le niveau atteint auparavant, en fait. Voilà, c'est juste différent. En fait, il faut juste, c'est un changement de plan. C'est pas sur un plan vertical comme ça, c'est un changement de plan. Voilà.
Bon, bah, en tout cas, c'était intense. Voilà, c'était complet, c'était vraiment très chouette. Moi, j'étais ravie en tout cas d'avoir toutes ces informations, toutes ces confidences, toutes ces analyses, ce que tu nous as partagé, c'était riche. Merci beaucoup. C'était très riche. Moi, j'ai eu des moments où voilà, j'étais assez silencieuse. J'écoutais attentivement. Euh, Presque bon, il y a des moments où j'ai dit waouh, voilà, il y avait plein de choses qui m'ont quand même bien surprise, qui m'ont même émue aussi. J'ai essayé d'être soft. Voilà. Mais c'était en tout cas vraiment merci à toi de ta confiance. Ben, merci. Merci beaucoup parce que voilà, c'est premier exercice sous ce format et c'était à la fois, comme j'ai dit, plaisant, la possibilité, encore une fois, de dire des choses que j'ai jamais dites sous cette forme-là et moi aussi, j'ai été émue par un moment et c'est bien de pouvoir montrer cette facette-là aussi. C'est pas toujours facile de pouvoir délivrer cette facette-là plus émotionnelle et sans, comment dire, avec moins de protection finalement. Et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir y aller à un moment donné. Donc je suis contente de l'avoir fait avec toi aussi. Oui, mais en tout cas, c'était un plaisir partagé. Après, on n'a pas, voilà, faudrait qu'on voit il y a des questions. Je sais pas toi exact si tu as la main Alors, là-dessus. sur le groupe, ben, au fur et à mesure, ben, du coup, on a pas mal de personnes qui sont restées un bon moment. Il n'y a pas de questions particulières. C'est possible de le faire en replay, hein, si vous arrivez là et que vous dites que vous avez envie de réagir ou quoi, vous pouvez. Et puis il y a Mathilde. Il y a Mathilde qui est encore là, mais qui est arrivée un petit peu plus tard. Donc peut-être que Mathilde, tu auras l'occasion euh, de regarder en entier, enfin de reprendre depuis le début, peut-être demain ou après-demain, quand tu veux. Voilà. Je reste à votre écoute de toute façon pour interagir avec vous. Et puis Aude aussi est à votre écoute pour interagir avec vous. Si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas, on va mettre ça quelque part dans un lien. Voilà, vous aurez la possibilité de nous joindre si vous le souhaitez. Et ben, je crois que c'est le moment où on se dit bonne nuit. On se dit bonne nuit. Ça va, ça va, on n'a pas trop joué les prolongations. On a essayé de respecter le débordement, on va dire. C'est ça, exactement. J'ai les oreillettes qui sont bonnes parfois. Oui, du coup, les prolongations, mais voilà, je trouve c'était pas mal en termes de timing. Je pense que on peut être plus bavarde, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Je pense que voilà, on a. C'est bien. Bon, ouais, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Ida. Et voilà, à très bientôt. À très vite. À demain. À demain. Et pour toutes, eh bien, bonne nuit, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À bientôt. À bientôt.